Bonjour et bienvenue à tous dans La Complète. Aujourd'hui c'est mardi, nous aurons donc notre rubrique nature et cette fois Pascal de Bretagne Vivante nous parlera du bruit dans la nature. Et puis il y aura aussi notre rubrique livre, une sélection de livres de voyage avec Clémence tout à l'heure. Avant tout cela, nous parlons de la Vallée des Saints, c'est un projet pharaonique, on va y revenir tout de suite, notamment avec vous Philippe Abjean, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association La Vallée des Saints. Sébastien Guy, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du mécénat et des partenariats, toujours pour la même association. Jean-Marie Bégoc, bonjour. Vous êtes président du syndicat des granitiers bretons. Une première question pour vous. La Vallée des Saints, quel est ce projet ? Alors c'est un projet fou pour l'éternité. En fait, le point de départ de ce projet, c'était le Trobrez. Le Trobrez, c'est ce tour de Bretagne qui consiste à faire une fois en sa vie le tour des 7 évêchés anciens et actuels de Bretagne. C'est-à-dire qu'il consiste à rendre visite aux 7 saints fondateurs de la Bretagne, c'est-à-dire Saint-Corentin, Saint-Paul-Aurélien, Saint-Hugues-du-Hal, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Saint-Sanson et Saint-Paterne. Et chemin faisant, on s'est rendu compte qu'à côté de ces 7 saints, il en existait 1 millier environ en Bretagne. Alors des saints qui ont vraiment existé au 5e, 6e siècle, des personnages de chair et de sang qui ont traversé la Manche, qui sont venus du Pays de Galles, qui sont venus d'Irlande et qui ont fini par composer le tissu paroissial, le tissu géographique de la Bretagne. La carte d'état-major de la Bretagne, c'est une véritable litanie des saints. Il n'y a pas une commune qui ne porte le nom d'un saint, Saint-Paul de Léon, Saint-Malo, et lorsqu'on croit qu'il n'y a pas un saint, il y en a toujours un qui se cache. Landivisio, c'est Saint-Divisio, voilà. Et chaque saint a fait l'objet d'une culture particulière. Pendant 15 siècles environ, on s'est raconté la vie des saints le soir au coin des veillées. Et à chaque fois, donc, on ajoutait des couches à ces histoires merveilleuses. Donc c'était des saints qui terrassaient les dragons, qui arrêtaient les océans, qui faisaient jaillir des fontaines. Et ça finit par composer tout un patrimoine de culture populaire extraordinaire, un légendaire breton qui n'a rien à envier à la mythologie grecque. Alors tout ça a de grande importance évidemment pour la Bretagne, en tout cas pour le haut Moyen-Âge de l'époque. Et c'est justement ça que vous avez voulu garder en mémoire ? Voilà, l'idée c'était de sauvegarder ce patrimoine de culture populaire, qui est d'autant plus important qu'il a structuré aussi la vie de nos ancêtres pendant des siècles. Donc il y a une certaine relation de respect aussi à avoir avec ce patrimoine. Donc ça c'était la première démarche, une démarche de sauvegarde du patrimoine culturel. Et puis l'autre aspect de notre engagement, c'est aussi de faire une locomotive touristique pour la Bretagne, et notamment pour le centre-Bretagne, en faisant une sorte d'île de Pâques bretonne, effectivement, qui soit susceptible de générer un flux touriste important. On en reviendra justement parce qu'il y a effectivement après beaucoup de conséquences, et notamment économiques. Alors racontez-nous un petit peu Sébastien, le but c'est d'avoir 1000 saints en fin de compte ? Voilà, alors 1000 saints c'est un chiffre un peu symbolique. Aujourd'hui, on a mis en place une commission avec des historiens. Les historiens ne sont pas d'accord. Donc ça va. Il y a les saints celtiques. Il y en a répertoriés. Ça va de 800 à 1200. Donc on est parti sur 1 millier pour faire un chiffre symbolique. Et voilà. Donc en clair, ce sont quand même des statues de plus de 3 mètres de haut pour la plupart. Pour le moment, il y en a 6 ou 7. Elles sont installées à Carnouët. Parlez-nous un peu de ce site emblématique. Alors, le site de Carnouët... donc dans les Côtes-d'Armor. Dans les Côtes-d'Armor, tout à fait. C'est à la frontière avec le Finistère, parce qu'on a plus d'une dizaine de kilomètres de frontières communes avec le Finistère. Et c'est un lieu magique. On l'a découvert tous ensemble, personne n'y avait été. On est dans le centre-Bretagne. Quand vous arrivez à Carnouët, c'est une commune, c'est une des communes les plus petites des Côtes-d'Armor. Il y a 900 habitants et on arrive dans un paysage somptueux, une motte féodale, une chapelle qui ressemble à aucune autre. On a une donc c'est un site vraiment empreint aussi de beaucoup d'histoire. Oui, et vous voyez, il y a une vue, quand vous êtes en haut de la motte Saint-Gildas, il y a une vue à 360 degrés. Vous voyez la baie de Brest presque de là-haut. Donc pour vous donner un peu l'étendue. C'est vrai que c'est imprenable comme vue. Jean-Marie, pour les granitiers bretons, quel est l'intérêt de participer à ce genre de projet ? Déjà, je dirais, comme l'a dit Philippe Abjean, effectivement, ce projet nous a paru être un projet vraiment fou et fabuleux et pharaonique, comme il l'a dit tout à l'heure. En plus, pour nous, après, ça devient quand même... on s'est dit qu'effectivement, à partir du moment où c'était des saints bretons,
sculpté en Bretagne, il était effectivement impératif que ce soit sculpté dans du granit breton et non dans du granit étranger ou voire du granit chinois. Bien sûr. Alors, c'est pas le tout d'en parler. Faisons un petit tour dans la vallée des Saints, à Carnouët. Nichée en haut d'une colline, à Carnouët, dans les monts d'Arrée, voici les 6 premières statues de l'aventure, la vallée des Saints. 6 personnages en granit breton, représentant les saints fondateurs de la Bretagne. Dans ce projet, c'est tout un pan méconnu de l'histoire de la région qui est mis en lumière. La Bretagne du 5e et 6e siècle. 6 statues sont déjà installées autour de la motte féodale que vous pouvez voir derrière moi. Et donc elles sont positionnées chacune vers son diocèse d'origine. Saint-Paul Aurélien regarde Saint-Paul de Léon. Saint-Brieuc regarde Saint-Brieuc. Samson regarde Dole. Paterne, Vannes et Saint-Corentin-Quimper. Le site Saint-Gildas à Carnouët est chargé d'histoire. Lieu de culte, de pèlerinage, théâtre de bataille contre l'Angleterre. Du haut de cette motte féodale, le public peut admirer la vue sur tout le Poher historique. Un paysage qui a séduit les membres de l'association La Vallée des Saints, une aubaine pour la commune. Nous sommes une toute petite commune de 760 habitants. Comme chacun le sait, la Bretagne intérieure est un peu déshéritée. Et donc c'était l'occasion d'avoir un projet qui pouvait être un levier de développement local aussi. Ça peut avoir une résonance à l'international, c'est ce que on espère évidemment, mais bon, il n'est pas interdit de rêver. Hein. Et comme on dit, l'utopie aussi fait partie du projet. Une utopie peut-être, une aventure de grande envergure certainement. Car à terme, la commune de Carnouët mettra à disposition 35 hectares de terrain. D'ici 20 ans, il y aura dans la commune plus de statues de saints que d'habitants. L'association en prévoit 1000. Et pour faciliter le travail des sculpteurs, une ferme est en cours de rénovation à 2 pas du site. Philippe, c'est quand même grandiose. Comment on vient à imaginer un tel projet? Comment vous est venue l'idée de faire si grand? Je le disais tout à l'heure, c'est presque dans la suite logique du Trobrez. Hein. Et puis en même temps, c'est quelque chose qui s'imposait, je dirais, avec la force tranquille d'une évidence. Et puis en Bretagne, eh bien, il y a une tradition qui consiste un petit peu à relever des défis importants. Et ici, effectivement, c'est un défi qui n'est pas mince quand même, hein, de réaliser donc un ensemble de statues menhirs de cet ordre-là. Voilà, c'est un défi à lancer, mais ça ne nous fait pas peur. Il y a quelque chose qui vous anime? Parce que moi, je reste vraiment sur le fait que ça soit un projet fou. Alors, voilà. Je ne sais pas. C'est peut-être une quête d'éternité. Hein, je ne sais pas savoir. Chaque bloc de granit, selon les carrières d'où elles sont extraites, ou d'où elle est extraite, chiffre à peu près entre 350 et 500 millions d'années. Donc, à leur façon, ces blocs-là sont déjà, j'allais dire, une figure un petit peu d'éternité. Et ce qui est fascinant dans cette aventure, c'est qu'il ne s'agit pas d'une exposition. Donc dans 1000 ans, dans 10 000 ans, dans 20 000 ans, eh bien effectivement, donc les statues sont toujours en place. On parlait d'île de Pâques tout à l'heure, finalement, on a oublié complètement la société pasquane. On ne sait plus comment ils vivaient, quelle était la structure de la société. La seule chose qui reste de la civilisation de l'île de Pâques, ce sont ces statues. Alors, il n'est pas interdit de rêver qu'effectivement, pour la Bretagne, ce qui restera peut-être dans quelques millénaires, entre autres choses peut-être, en tout cas, ce sont ces statues. Tout ça coûte quand même de l'argent. Comment ça fonctionne? Alors, financièrement, donc nous on a choisi l'association d'entamer les démarches auprès des services fiscaux pour être reconnu d'intérêt général à caractère culturel. Donc c'est le cas depuis le 2 février de l'année dernière. Et donc cela nous permet en fait de proposer en fait aux personnes, aux entreprises, aux particuliers de faire un don à l'association et donc de déduire en fait de ce don pour les particuliers 66% et pour les entreprises 60%. Voilà. Donc on sait très bien que pour développer des projets, on ne peut pas faire appel tout le temps au public, aux finances publiques. Donc, et c'est un projet collectif. Donc c'était naturel en fait de pouvoir faire bénéficier. Il y a du répondant?
Il y a du répondant. Donc pour la première année, on a financé en 2 mois les 6 premières sculptures avec des chefs d'entreprise. La première entreprise étant une entreprise canadienne, donc avec des origines. Le chef d'entreprise avait des origines bretonnes. Et cette année, la particularité, ce sont des particuliers. Donc on change un peu de système. Et pour le coup, les particuliers ont vraiment des souhaits et des liens encore plus forts avec le saint choisi. C'est 10 000 €, je crois, une statue en moyenne. Voilà, c'est 10 000 € une sculpture. Pour les particuliers là, qui financent, certains se sont associés à plusieurs pour financer un saint. Souvent la famille, des amis, ou alors on a Saint-Hervé aussi, et ce sont des Hervé qui ont financé la sculpture, donc il y a un peu toute demande. Jean-Marie, de votre côté, les granitiers, c'est quand même un savoir-faire qui est relativement menacé avec la concurrence. Voilà, tout à fait. Et c'est vrai que la Vallée des Saints, pour nous, c'est une formidable vitrine pour mettre en valeur le savoir-faire ancestral des granitiers bretons. Et surtout qu'actuellement, notre filière est vraiment en crise par rapport notamment à la crise économique et financière, et surtout à la concurrence étrangère, et notamment le granit chinois. Donc la Vallée des Saints permettra de remettre un peu en valeur un bon coup de projecteur sur les granites bretons, qui en ont bien besoin actuellement. C'est un projet porteur, et puis sur du long terme, puisqu'on parle de 20 ans, 20-25 ans. Ah oui, tout à fait, oui. Donc vous allez participer pendant tout ce temps? Je pense, et puis de toute façon, il faut savoir que les carrières bretonnes ont encore plusieurs milliers d'années devant elles de production. Donc je pense qu'on n'aura pas trop de soucis à fournir les différents saints. Pour notre part, en tout cas, on a mis en place un partenariat fort avec les granitiers. Et notre souhait, c'est vraiment d'en faire une vitrine mondiale du granit. Oui, parce qu'on a un granit d'une variété... c'est vrai qu'en Bretagne, on arrive à trouver toute la palette des couleurs de granit qui vont du jaune au gris, au bleu, au blanc. Donc ça permettra de les mettre en valeur, effectivement. Alors économiquement, effectivement, on parlait donc de ce secteur-là, un projet d'une telle envergure, ça aide. Il y a aussi l'aspect touristique pour une petite commune. Et peut-être même au-delà, puisqu'on parlait à l'international, pourquoi pas, une utopie, mais bon... Nous, notre souhait, en tout cas, c'est d'en faire un projet structurant. C'est-à-dire que c'est la Vallée des Saints, mais ce n'est pas que la Vallée des Saints. Aujourd'hui, on découvre que rien qu'à Carnoët, il y a une dizaine de chapelles. Ça, c'est vrai pour tout le centre-Bretagne. Donc ça doit être un projet fédérateur. Et pour le coup, ça va être un projet touristique. C'est clair que rien que... Aujourd'hui, on n'a pas mis de plan de communication en place. Il faut voir le monde qui vient à la Vallée des Saints. C'est sûr que ça a un avenir au niveau touristique. Et la région, le département nous suivent aussi en cela, oui. Voilà. Par contre, c'est un projet qui n'a quand même pas fait l'unanimité. Il y a eu des petites réticences. Quelles étaient les questions qui ont été soulevées ? Il n'y a pas eu tellement de réticences en fait. Alors les réticences au départ c'était sur le choix du site, puisqu'il y avait plusieurs communes en compétition. Donc une fois que le choix a été fait, il y avait donc chez les habitants de Carnoët plus que des réticences, des interrogations tout à fait légitimes. Et donc on a rassemblé donc la population, une bonne partie de la population a répondu présent, ils ont posé des questions sur notamment l'accès de la population au site, etc. Donc on a rassuré donc la population sur ces questions, sur la protection de la chapelle, sur la protection de la mode féodale. Donc ces choses ayant été aplanies, au contraire, je dirais que c'est presque une quasi-unanimité au sein de la population de Carnoët. La prochaine étape pour la Vallée des Saints, qu'est-ce qui va être installé? J'ai entendu parler d'enclos, de chapelles. Alors, en plus des statues, donc, on a en projet la reconstitution d'un monastère celtique. Alors, un monastère celtique, qu'est-ce que c'est? Quand les moines donc, traversaient la Manche, ils n'étaient pas donc, installés à demeure sur un endroit précis, donc ils étaient itinérants, et ils se constituaient des monastères celtiques qui étaient faits de pierres sèches, donc d'assemblage de pierres, sans lien, sans mortier, donc qui comprenaient une chapelle, une douzaine de petites logettes pour les moines, et puis un enclos en circulaire. Alors, comme c'était des habitats destinés donc à disparaître, effectivement, il n'en reste plus aucun en Bretagne. Donc, de nouveau, je vous coupe, je suis désolée, de nouveau, mettre toute cette culture et essayer d'apporter le souvenir aussi, de faire découvrir aux gens toute cette culture bretonne. Voilà, un livre d'histoire à ciel ouvert. Que ce soit pédagogique. Le but, c'est d'associer aussi
les écoles et les enseignants dans ce projet. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus sur ce plateau. On passe tout de suite au nom d'une commune et on va à la Forêt-Fouesnant. Aujourd'hui, nous sommes au bord de la mer, au bord de l'océan, à la Forêt-Fouesnant, ancienne trève de la paroisse de Fouesnant, évêché de Cornouailles. En 1790, la petite paroisse de Locamant est supprimée et les villages qui dépendaient de cet ancien prieuré de l'abbaye de Quimperlé sont rattachés à la commune de Fouesnant. La forêt accède au rang de paroisse le 18 novembre 1850. Et ce n'est qu'en 1873, par la loi du 14 juillet, que la forêt devient commune, augmentée de plusieurs villages, retirés à Saint-Évarzec, et des villages qui faisaient partie de l'ancienne paroisse de Locamant. Le nom est attesté dès la première moitié du XIe siècle sous la forme Forest de Fouinant. Le terme breton forest, emprunté au latin, s'applique à un bois d'origine noble, par opposition au breton quat, bois roturier. Un dicton fait dire aux cloches de Logona que « Meret brau, zo en Logona ». Il y a de belles filles à Logona. Mais les cloches de Fouesnant leur répondent « Gistiol, gistiol », toutes des ribaudes.